Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, un univers au-delà du réel et surtout une belle bataille entre les géants du numérique et de la tech. Le métavers, c'est quoi exactement? Définition à suivre. Il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douany. Et Damien, aujourd'hui, on va s'immerger dans la vie de Jean-Baptiste Poquelin. Et c'est possible surtout grâce à la réalité augmentée. Molière n'a jamais été aussi vivant. Exactement, il sera à l'affiche. On va le voir. Tout simple, ok, tu le prends comme ça, d'accord. Nous, pendant ce temps-là, on va ouvrir le club de l'école du futur. On va passer l'actualité tech à 360 degrés, la décrypter. Et aujourd'hui, retour sur la guerre en Ukraine. L'écosystème numérique se mobilise, le front de la cyberguerre se développe. Et puis surtout, on parlera d'une autre guerre, celle de l'information et comment lutter grâce à l'éducation. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Damien Douany évidemment, mais surtout Marion Moreau. Marion, journaliste, experte du numérique, vous allez nous aider à y voir plus clair. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Et c'est assurément un des très gros mots de la tech en ce moment, le métavers qui déchaîne les passions entre experts de l'immersion, contradicteurs des plateformes. Mais au fait, quelle en est la définition exacte? Suivez le guide avec Édouard Deniau. Bienvenue dans le monde de demain. Mais avant d'entrer dans le métavers, petit point étymologique. Méta vient du grec et signifie au-delà et vers désigne le mot univers. Un métavers est donc un univers au-delà du monde réel, un univers virtuel. L'idée est apparue dans les romans de science-fiction dès la fin des années 60 et le terme est utilisé pour la première fois par Neal Stephenson dans son roman Snow Crash en 1992. Un métavers est un environnement virtuel où les personnes peuvent interagir socialement et économiquement en utilisant des technologies avancées telles que la blockchain, les casques de VR, la crypto-monnaie ou encore les NFT. C'est la convergence des mondes physiques, augmentés et virtuels dans un espace en ligne. Aujourd'hui, le métavers est vu par de nombreux experts comme la prochaine grande révolution d'Internet. La description du métavers est large. Beaucoup estiment que les mondes numériques de Roblox, Minecraft ou Fortnite qui permettent à des joueurs de se rassembler dans des univers en 2D sont des métavers. Second Life, une plateforme sociale et de jeu, est considérée comme le tout premier métavers. Le mot métavers est arrivé aux oreilles du grand public après la vidéo de présentation de Meta par Mark Zuckerberg. Dans cette vidéo, il expliquait qu'au lieu de simplement regarder du contenu, vous êtes justement dans ce contenu. Vous êtes présent dans des endroits avec d'autres personnes et vous pouvez assister à des réunions de travail ou des concerts virtuels. Si le métavers n'est pas pour tout de suite, il se pourrait bien que dans quelques années, vous soyez présent dans deux mondes distincts, l'un réel et l'autre virtuel. Et ce métavers qui provoque beaucoup de débats ici en plateau avec Marion Moreau, avec Damien Douany. Damien, le métavers, c'est vraiment pas pour tout de suite? Ah si, c'est pour tout de suite, mais enfin, c'est pas aussi joli que ce qu'on voit, mais si on a envie d'y aller, on peut déjà commencer à faire un premier pas. Et on continuera évidemment à parler du métavers et de ses conséquences dans le secteur de l'éducation, dans l'école du futur. Mais tout de suite, on ouvre notre Formule Club, on parle de ces actualités, on les décrypte à 360 degrés. Et cette fois-ci, c'est la guerre en Ukraine qui touche justement le monde de la tech de plein de fouet. Tech for Ukraine, c'est forcément un hashtag que vous avez vu monter depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et ce depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Le secteur de la tech qui se mobilise donc pour venir en aide aux startups et aux citoyens en Ukraine. Est-ce qu'on peut parler de pont aérien numérique, Marion Moreau? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais on voit bien quand même que les sanctions technologiques commencent à arriver. On a vu, je pense que ça ne vous a pas échappé, le collectif Anonymous, qui est ce collectif de hackers mondial, dont d'ailleurs je me posais la question il y a peu de temps de savoir ce qu'ils devenaient. Eh bien, ils réémergent dans ce conflit. C'est alors une bonne nouvelle ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, j'ai apprécié, moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce détournement de Google Maps à Moscou, où les hackers ont réussi à pénétrer l'application en russe, qui sous-titrait, vous savez, dans les commentaires, les avis des clients, des visiteurs de la place du Kremlin, de la place Rouge, etc., des messages, en fait, qui étaient complètement
est tourné et qui était plutôt pour réveiller les Russes sur l'état finalement de l'Ukraine et de cette invasion. On voit bien que ça commence, c'est effectivement des choses qui vont être intéressantes. Et puis il y a aussi évidemment au niveau de l'État, on sait qu'aujourd'hui 7 pays en Europe ont allié les meilleures communautés tech au niveau de de la lutte contre les cyberattaques, dont la France d'ailleurs. Et Emmanuel Macron réunit les ministres européens la semaine prochaine à côté de Paris pour justement lutter contre les attaques qui viennent en grande partie de la Russie. Donc un secteur tech européen qui se mobilise encore une fois. Quelle est la réalité du secteur tech en Ukraine par contre? Quelles sont les startups ukrainiennes les plus importantes? Est-ce qu'on a une idée de la vivacité de l'écosystème, Damien? Il y en a plein en fait. Quand on va chercher sur Internet tout simplement, et qu'on regarde, il y a des sites qui recensent plein de startups. Et il y en a plein qu'on connaît. Par exemple, les applications Riddle sur iOS, c'est ukrainien. Restream, la plateforme de régie virtuelle, c'est ukrainien. Il y en a plein d'autres comme ça qui existent et qui aujourd'hui sont véritablement présentes dans nos vies. Il y a d'abord donc ces marques-là, plein de startups qui émergent, et puis il y a un univers de développement qui est énorme. Moi, je connais plein de startups qui travaillent avec des développeurs ukrainiens de talent et qui vraiment fonctionnent très très bien. Donc c'est un secteur qui est très très fort aujourd'hui et qui est très vivace. Et d'ailleurs, je me permets de te couper, l'Ukraine est justement attire beaucoup à la fois les capitaux étrangers depuis quelques années, innove, ça c'est clair, il y a une vraie place, une tech, pas une tech city, mais Kiev pourrait être comparé à une tech city en devenir, comme Berlin par exemple, pas très loin, mais aussi d'autres villes qui ont beaucoup d'universités, un vivier d'étudiants et de créateurs assez fort, assez vivace, ce qui fait justement l'attractivité du pays. Et ça, on imagine que Vladimir Poutine, en tout cas, fait cette invasion aussi pour cette attractivité technologique. Attractivité technologique des pays baltes qui sont aussi sur le front et qui font front avec justement les Ukrainiens. C'est notamment le cas de l'Estonie. On sait que l'Estonie, c'est un des premiers cyber-pays, e-pays de l'Union européenne. Et surtout, l'Estonie a une frontière très directe avec la Russie. Ça se passe à Narva, qui est la 3e ville du pays. L'Estonie, où est aussi implanté le centre de cybersécurité de l'OTAN. C'est à Tallinn, là aussi, que ça se passe. Pourquoi est-ce que justement ces pays baltes notamment, dont l'Estonie, ont acquis cette avance technologique, ce savoir, cette agilité où l'innovation n'infuse pas comme dans le reste de l'Europe? C'est vrai que c'est un point important, Marjorie, parce que de mémoire et dans l'histoire, on sait qu'il y a un niveau d'abord de mathématiques excellent en Europe, en Russie, mais aussi dans ces anciens pays satellites. On sait, par exemple, Damien, je suis sûre que tu te souviens, l'antivirus a été créé en République tchèque aujourd'hui. Ce sont des pays qui sont extrêmement bons sur leur capacité en mathématiques, mais dans d'autres disciplines. Et effectivement, tout ce qui est discipline, je dirais, connexe à ces disciplines de maths ou de physique, évidemment, en sciences, c'est la tech, c'est aujourd'hui ce qui fait reposer un petit peu tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'innovation. Donc c'est vrai que ce sont des pays qui ont d'abord des bons niveaux d'éducation, dont on peut d'ailleurs leur envier encore aujourd'hui, et aussi effectivement des pays assez jeunes aussi. Et des pays assez jeunes, tout à fait. Et on peut aussi, je pense, par rapport à l'histoire, comprendre ce niveau d'innovation, parce que ce sont des pays qui ont dû se reconstruire après la chute de l'URSS. Donc c'est pas étonnant finalement que des pays comme la République tchèque, l'Estonie, comme tu le disais, soient un petit peu dans une forme de logique innovante, parce que y a tout à construire, parce que ce sont des pays plus petits que le reste de l'Europe, et donc il y a effectivement un vivier intéressant qui fait émerger des innovations et des startups d'ailleurs. Et le directeur général de l'EPITA, Philippe De Vos, rappelait il y a quelques jours à peine sur ce plateau qu'une des raisons pour laquelle l'Estonie est une e-nation, c'est parce qu'ils ont construit très tôt, dès leur indépendance, une blockchain, un backbone, un squelette numérique qui s'appelle X-Road et sur lequel on peut implanter tous les services numériques estoniens, justement prévus en cas de nouvelle guerre ou d'invasion. On va revenir aussi à la tectonique des plaques numériques et les plateformes qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ces plateformes, elles opèrent notamment justement sur le territoire russe, comme Facebook ou Twitter.
eux deux ont vu leur service nettement ralenti il y a quelques jours ou même limité. Apple, de son côté, a décidé de suspendre la vente de ses produits du territoire russe. Est-ce que les géants de la tech américaine sont en train de jouer la carte du soft power, Damien ? Très clairement. Enfin, tout au moins, il y a une nécessité de prise de position et ils sont en train de prendre la position. Alors après, c'est toujours un peu compliqué parce que la Russie, depuis 2019, a véritablement voulu aussi avoir une certaine autarcie en termes technologiques. Donc, ils ont développé des outils qui sont des outils, on va dire, parallèles. Facebook, là-bas, c'est pas super connu. C'est plutôt VKontakte qui fonctionne. Google n'est pas en position de force. C'est plutôt Yandex. Pareil pour le Gmail local qui est mail.ru. Donc, voilà, il y a des alternatives qui font que déjà le pays peut arriver quand même à se passer de ça. Cependant, il y a du Apple, il y a quand même d'autres acteurs américains qui sont même présents, comme nous en Europe. Et donc, logiquement, on voit bien aujourd'hui qu'ils prennent position, ou tout au moins, ils se positionnent pour faire en sorte de marquer leur désaccord, même si c'est effectivement compliqué pour eux, parce que ça veut dire aussi que c'est des risques financiers et de perte de chiffre d'affaires. Est-ce que justement la population russe qui, on le rappelait avec Damien, passe plutôt par VKontakte pour être une alternative à Facebook, fait plutôt justement tous ces usages numériques sur d'autres services que ceux par lesquels on passe de l'autre côté de l'Europe, est-ce que ça permet à cette population quand même d'être au courant de ce soft power, de la façon dont les plateformes essaient justement de résister par rapport à Moscou, ou justement ils sont coupés de cette réalité ? Ils ne sont pas totalement coupés de la réalité. C'est ce qu'on entend, en tout cas, de la part de différents confrères journalistes qui couvrent les événements depuis Moscou ou depuis d'autres villes. Les Russes sont quand même en contact avec le reste du monde. D'ailleurs, un peu plus que les Chinois, qui, eux, pour le coup, sont quand même très clairement surveillés sur leur capacité à écrire sur le reste, sur les autres plateformes étrangères, et parfois ne le sont pas du tout, autorisés, d'ailleurs. Non, en Russie, c'est relativement ouvert, mais c'est comme le disait Damien, aujourd'hui, je dirais, une petite porte sur le monde, parce que ça fait des années et des années, des décennies, que les plateformes que tu citais à la russe, Homemade, Yandex, Mail.ru, ce sont des outils au quotidien de Russes depuis très très longtemps. Donc je dirais que les alternatives Facebook, etc., non pas du tout utilisées, mais restent quand même minoritaires en termes d'usage. L'autre alternative, c'est celle qui se déplace, on en parlait tout à l'heure, sur le front de la cybersécurité. Et on fait appel cette fois-ci au milliardaire des milliardaires américains, Elon Musk évidemment. Il déploie ses satellites Starlink en Ukraine pour éviter une coupure d'Internet et pour connecter aussi les zones frappées par les assauts de l'armée russe. Il répondait d'ailleurs dans cette initiative au tweet du vice-premier ministre ukrainien en charge du secteur numérique qui justement l'interpellait sur Twitter pendant que vous essayez de coloniser Mars. La Russie est en train d'envahir l'Ukraine. Si vos fusées atterrissent avec succès depuis l'espace, des roquettes russes attaquent les civils ukrainiens. C'est intéressant de voir évidemment la réactivité des géants de la tech et l'immédiateté avec laquelle ils mettent leurs services à la disposition des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Mais si on revient d'abord sur Starlink, ça fonctionne comment exactement, Damien ? Alors Starlink, qui est lancé par le Tony Stark américain, donc Elon Musk, effectivement, c'est un réseau de satellites à basse altitude qui permet de faire du relais Internet. Donc il y a toute une série de satellites qui a été lancée. Et donc ensuite, il faut des relais sur place pour faire en sorte, en gros, de capter l'Internet qui vient de ces satellites. Dans l'effet d'annonce, parce que pour moi c'est un effet d'annonce qui a été fait de la part de Elon Musk, oui c'est super qu'il ait déclenché Starlink au-dessus de l'Ukraine. Maintenant la question c'est est-ce qu'il y a des appareils qui permettent de capter les signaux de Starlink ? C'est pas sûr, puisque comme c'était pas ouvert, logiquement c'est pas installé et il faut encore arriver à amener le matériel sur place. Et actuellement c'est un peu une zone de guerre. Donc de fait, certainement que c'est une très très bonne idée, mais pour autant, à mon avis, il y a un petit effet d'annonce aussi. Mais c'est vrai que ça prouve quand même des alternatives possibles pour faire en sorte d'éviter une coupure Internet classique, si on peut dire, que l'on a aujourd'hui via les backbones existants. Oui, puisque ce qu'on a vu dans la plupart des conflits, évidemment, la première victime collatérale d'un début de guerre, ça va être les connexions, la connectivité, Internet et les moyens d'information. On y croit aux bonnes intentions d'Elon Musk ? Je suis un peu d'accord avec Damien. Je pense que ça ne coûtait pas grand-chose à M. Musk de répondre au Premier ministre ukrainien qui, lui, est en pleine panique. Et effectivement, c'était relativement simple de pointer un satellite là-haut. C'est juste un bouton à toucher. Et je suis d'accord avec toi, en fait, tout ça n'est pas magique. Le satellite, c'est un satellite et des terminaux au sol. Donc il faut les acheminer.
c'est beaucoup plus compliqué on ne le pense. Et on pourrait imaginer qu'ils soient bloqués à la frontière. Quand on sait qu'aujourd'hui, les Russes bloquent les gens qui fuient aux frontières, notamment en Pologne. J'ai eu l'information encore hier soir depuis la Pologne. Ils coupent les moyens de communication entre les autorités des frontières des pays avoisinants et les collectivités, les ONG qui s'occupent des populations. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. On imagine que ça l'est encore plus pour acheminer des terminaux satellites depuis les États-Unis. Une menace 20 milieux sous les mers désormais avec les câbles sous-marins. Autre victime collatérale justement de ce conflit, les câbles avec les fibres optiques qui permettent d'acheminer un immense trafic et cette partie du trafic Internet des utilisateurs vers la France et vers l'Europe. Et ben oui, forcément, elle passe sous la mer et elle lie aussi l'Europe aux États-Unis mais également à d'autres régions du monde. Est-ce qu'on risque une coupure? Est-ce que du coup Internet pourrait être victime d'un blackout? Bah oui. Ah bah oui. Ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est comme un réseau veineux. Donc, autrement dit, il y a, je crois, 436, on va dire, réseaux qui constituent l'infrastructure par lesquelles les informations passent. Donc, si on en coupe une, logiquement, ça peut passer par ailleurs, mais ça peut... le réseau n'est pas spécifiquement protégé. En fait, ce sont des câbles qui sont posés au fond de la mer. Il y a, je crois, en 2017, il me semble, il y avait eu un chalutier vietnamien qui avait coupé 500 km de câbles en pensant pouvoir le revendre. Donc, ils avaient coupé pendant 3 semaines le pays non, un peu plus, oui, 3 semaines, ça, ou 3 mois, je ne sais plus. Bref, il y avait eu une durée très très longue de coupure de l'Internet au Vietnam, par exemple. Donc, en gros, c'est assez simple, finalement, si on peut dire, de couper de l'Internet. Ça pourrait tout à fait arriver, ça pourrait complètement être une menace existante. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, il y a eu des mouvements, on a constaté des mouvements, notamment de sous-marins russes qui se déplaçaient vers justement certains endroits où il y avait des câbles qui passaient. Donc, ça pourrait tout à fait s'en tomber dans une logique complotiste. On peut tout à fait dire quand même qu'aujourd'hui, c'est une possibilité. Parce qu'évidemment, si vous avez bien la carte de l'Europe en tête, ces câbles sous-marins qui pourraient être menacés par la guerre en Ukraine ne sont pas forcément en Europe, mais ils passent justement entre les continents, dans les océans, où évidemment d'autres navires peuvent patrouiller de façon tout à fait innocente. Ce conflit, évidemment, qui se passe sous les mers, mais aussi dans les airs, ça, c'est venu d'un tweet du directeur général de l'agence spatiale russe, Roscosmos, qui a semé le doute il y a quelques jours à peine. Si vous bloquez la coopération entre nous, dit-il, qui sauvera l'ISS d'une sortie d'orbite incontrôlée ou d'une chute sur les États-Unis ou sur l'Europe? L'ISS, évidemment, c'est la Station spatiale internationale. La Russie et les États-Unis sont fonctionnellement d'ailleurs interdépendants dans cette station. Oh, ça y est, on est parti pour une guerre des étoiles, Marion ? Non, je pense que c'est un petit peu selon les observateurs. Hein. Les gens qui sont experts de conflits et de la Russie en particulier disent notamment que la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine ne doit pas être prise au premier degré. Et je pense que, en les écoutant, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une panique générale qui a été voulue par la Russie et ses dirigeants pour justement faire douter tous les continents de leur force et leur puissance, à commencer par l'Europe, bien évidemment. Et évidemment, ça concerne aussi les territoires hors là-haut, dans le spatial, puisque évidemment, il y a une forme de leadership qui se joue sur le spatial, vous savez, depuis plusieurs années. Tu parlais de Starlink et de sa constellation en basse orbite. Bon, c'est le cas, évidemment, de toutes les puissances aujourd'hui qui colonisent l'espace pour des raisons à la fois d'innovation, mais demain commerciale. Donc oui, bien sûr qu'il y a une géopolitique spatiale avec effectivement des coups de pression. Ce qui est effectivement un point intéressant, tu as raison Marjorie, c'est qu'aujourd'hui, il y a des interdépendances, il y a des partenariats entre les pays sur la phase d'abord de la recherche. Hein. Aujourd'hui, l'ISS, c'est d'abord une initiative de recherche. Donc ça va être un peu compliqué, effectivement, à gérer. Ça va être un peu compliqué, mais on peut imaginer que c'est d'abord des pressions, en fait, aujourd'hui, qui tournent autour de ce conflit ukrainien et qui permettent à la Russie de montrer ses muscles, y compris au sol, mais aussi dans les airs, bien sûr. Oui, alors juste sur l'ISS, quand même, il faut avoir en tête deux petites choses. Effectivement, il y a un bout de la station ISS qui est géré par les Russes. Ça, c'est le côté propulsion et mise en orbite. Donc, effectivement, ils peuvent désorbiter. Mais de l'autre côté, il y a l'alimentation qui est gérée par les Américains. Ça, c'est la partie panneaux solaires. Donc déjà, ils sont interdépendants. Deux, ça voudrait dire qu'ils sacrifieraient des cosmonautes non notamment russes. Donc bon, c'est un peu surprenant. Et puis effectivement, oui, c'est un jeu un peu de poker menteur. C'est une manière de dire, voilà, on a des moyens de faire en sorte de jouer sur vous, mais c'est un jeu de poker menteur qui est assez compliqué.
je crois pas trop à cela, mais bon, c'est intéressant de voir que tous les arguments sont bons pour essayer de faire douter l'adversaire en face. Ouais, ce jeu de poker menteur et justement ces ActuTech, on continue à les débriefer dans un instant, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Mais que nous a réservé Cheryl Jessica Isengay aujourd'hui? On regarde tout de suite. Et retour sur le plateau de l'École du Futur, on est toujours en compagnie de Marion Moreau. Marion, tu es journaliste, experte du numérique, et de Damien Douany. Damien Douany qui, forcément, a une idée derrière la tech. Damien. Oui, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Est-ce que ça vous parle, ça vous dit quelque chose, Marc-Laurie? Acteur studio. Fabuleux, je l'ai appelé au collège pourtant. C'est quelle année la tirade de la Var? Les Marseillais. Les Marseillais. Alors si je suis tout à fait honnête, je vous dis 17e siècle, voilà. Mal, oui. Si je triche beaucoup, je lis sur votre fiche que c'est 760. Cette émission n'est pas du tout préparée. Parce que j'ai envie de tricher. Non, mais tu as entièrement raison. Effectivement, c'est 400 ans, 4 siècles de Molière. C'est quand même assez impressionnant. Et il est toujours étudié en classe. Quand on regarde les manuels scolaires actuellement, eh bien, on voit qu'on apprend, par exemple, les fourberies de Scapin, le médecin malgré lui, le malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme. Ça, c'est pour le collège. Au lycée, on a toujours l'école des femmes, Don Juan, le misanthrope, Tartuffe. Bref, les parents des enfants d'aujourd'hui retrouveraient tout à fait leurs petits. La preuve, moi, voilà, je me rappelle encore de mes différentes tirades dont j'ai appris. Effectivement, Molière, ça fait un petit moment qu'il est là. Et est-ce que du coup on peut dire qu'il est immortel aujourd'hui grâce à la technologie? Alors, c'est quasiment ça, effectivement. Je pense que c'est un peu notre Avenger à nous quand même, Molière. Et justement, cet anniversaire, ces 400 ans, ont donné lieu à une initiative assez sympa que j'avais envie de pointer du doigt. Ça s'appelle En cheminant avec Molière. Alors, En cheminant avec Molière, c'est quoi? C'est un chemin, comme son nom l'indique, de 24 affiches qui sont visibles sur les murs de la caserne Napoléon, entre la rue Rivoli et la rue Lobau à Paris, si vous habitez à Paris. Voici quelques images là qu'on va voir à l'écran. Donc il y a 24 affiches comme ça qui vont être mises dans la rue, qui sont actuellement d'ailleurs, et vous pouvez vous balader. Et donc ça va permettre, ces affiches vont permettre de s'immerger dans l'existence et la vie
la légende, le mythe du célèbre comédien. Ça, c'est assez classique, mais ça va aussi proposer, inviter les personnes qui vont passer dans la rue, eh bien, de découvrir de manière un peu plus profonde comment il vivait sa vie, justement. Et concrètement, ça marche comment? Je m'équipe de mon smartphone, je scanne un QR code, j'essaie de comprendre comment je peux mettre ces affiches en mouvement. C'est exactement ça, c'est Marjorie. C'est extraordinaire. Vous le lisez dans mes pensées. Ou vous lisez mes films, seulement, je ne sais pas. voilà, c'est ça. Alors justement, comment ça marche? Sur toutes les affiches, il y a un petit QR code. Alors maintenant, le QR code, c'est génial parce que tout le monde est au courant de comment ça marche depuis le Covid. Donc, on prend son téléphone, on snap le QR code et là, qu'est-ce qui se passe? Magie. Eh bien, l'affiche s'anime, elle prend de la profondeur ou du relief, vous préférez, comme vous voulez. Et effectivement, on va le voir sur les images que je vous ai enregistrées avec mon téléphone. Eh bien, d'un seul coup, la réalité augmentée opère et on voit apparaître plein de choses. Donc on voit de la profondeur, on voit des choses qui s'animent, on voit des commentaires en plus qui apparaissent. Bref, c'est vraiment un mode très différent qui est plutôt sympa et qui permet véritablement de faire le lien entre les jeunes générations et puis les générations peut-être plus classiques qui ont envie de lire des affiches et puis d'autres qui trouvent ça plutôt sympa de plonger je vais y arriver. Littéralement, voilà, virtuellement, réellement, littéralement dans l'affiche. Et alors pourquoi je vous montre ça? Parce que ce qui est intéressant au-delà de l'aspect éducatif et de le fait qu'on peut montrer qu'on peut mélanger le classique avec la modernité, je pense que ça ne déplairait pas à Molière d'ailleurs, eh bien c'est l'aspect éducatif du projet, puisque ce projet-là de réalité virtuelle, il a été développé par des étudiants de l'école supérieure de design et de l'école supérieure de publicité à Paris, et ils ont participé à la conception de l'exposition avec Martial Poisson, qui est un historien expert de Molière et qui était le commissaire d'exposition à la demande de la ville de Paris. Ben voilà, on retombe tout à fait sur nos pieds. En résumé, on découvre ça à Paris, ça j'ai bien compris, mais jusqu'à quand? Alors, c'est du 14 février, donc ça a commencé jusqu'au 14 mars, donc c'est pas tout à fait fini, entre rue de Rivoli et rue Lobau, donc sur les murs de la caserne Napoléon. Voilà. Quand la réalité augmentée nous permet de nous plonger dans la vie de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. On va snapper du QR code, évidemment, tu nous connais bien, Damien. Oui. Marion, ça t'inspire justement ce type d'exposition et surtout le fait de pouvoir utiliser ces technologies immersives ou semi-immersives pour la réalité augmentée pour pouvoir revivre la vie d'un écrivain, d'un auteur important ou même des réalités historiques. Oui, je trouve ça génial parce que l'histoire, parce que là finalement c'est d'histoire dont on parle, elle manque un peu d'être vivante en fait, d'être expérientielle. Et c'est ça qui est chouette, on le sait dans les pièces de théâtre, quand on va écouter du Molière sur scène, ça devient de l'histoire vivante. Et ce que je trouve intéressant là, et on peut imaginer que l'école implémentera ces technologies tous les jours en classe, et c'est ce qu'il faut souhaiter, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant pour un élève, et même pour un prof d'ailleurs, parce que finalement lui aussi va tout à fait être content de pratiquer sa matière autrement, que justement de pouvoir presque toucher, sentir, avoir une expérience, une vibration, une émotion. On est fait de vibrations et d'émotions. Donc les technos sont bienvenus en fait sur le sujet de l'histoire notamment. Toucher l'histoire du doigt. Merci Damien pour cette véritable découverte. Marion, tu restes évidemment avec nous parce qu'on va continuer à décrypter l'actualité. C'est la formule du club de l'école du futur. Et on continue justement à parler de cette actualité de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur le secteur du numérique et de la tech. Cette fois-ci, on aborde un autre volet de la guerre, c'est celle de l'information. Et là aussi, première victime collatérale, 2 médias russes, Russia Today, RT et Sputnik. L'Union européenne a interdit purement et simplement leur diffusion dans les pays membres de l'Union européenne. Donc, de leur côté, Facebook, Instagram, YouTube et même TikTok ont emboîté le pas aux 27 en bloquant ces chaînes de leur propre plateforme. Sur quoi se fonde l'Europe exactement pour pouvoir interdire ces chaînes? Damien, Marion, lequel de vous deux a la réponse? T'en prie Marion, vas-y. Non, c'est gentil. Alors, sur quoi? D'abord, sur la menace de faire circuler des fausses informations, de déformer la réalité. Ça, c'est ce qui a réveillé l'Europe sur notamment ces médias, RT en particulier, qui émet aussi dans les 2 langues, me semble-t-il. Oui. Donc, Ce sont 6 chaînes au total en Europe sur le territoire. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment des canaux de désinformation pure et dure. On sait aujourd'hui que la couverture de l'événement, de tout ce qui se passe en Ukraine, n'est absolument pas ce qu'est la réalité sur ces canaux d'information. On parle beaucoup plus sur RT, par exemple, dans le conflit de guerre, de la situation au Donbass. On fait sur RT et sur Sputnik
des focus, comme on dit en presse, sur ce que vivent ces pauvres séparatistes qui, aujourd'hui, menacent, en tout cas dans leur conflit qui dure depuis 8 ans, menacent directement la géante Russie. Hein, c'est ce que Vladimir Poutine brandit comme excuse, en fait, à cette invasion, qui est réellement une invasion sur la base d'un mensonge. Eh bien non, ces médias vont déformer la réalité, voire carrément la tronquer. Hein, c'est du mensonge qui est aujourd'hui diffusé auprès des audiences, et notamment des audiences russes, pour leur faire comprendre, ou tenter de leur faire comprendre, que le conflit est une opération spéciale. Rappelez-vous des mots de Vladimir Poutine. Et donc l'Europe a dit stop, ça suffit. On va couper les tuyaux et on va justement essayer de montrer à Vladimir Poutine que la désinformation ne passe plus, alors qu'elle passe quand même depuis pas mal d'années. On en reviendra tout à l'heure, mais ça fait quand même quelques années que ces techniques de manipulation durent et il faut la cesser, évidemment. Alors, cette prise de position politique, c'est une chose, notamment en termes de soft power, d'influence culturelle et informationnelle. Mais Damien, il y a quand même un texte très précis sur lequel peut justement se baser la Commission européenne pour pouvoir mettre justement en action cette menace d'interdire RT et Sputnik sur le territoire européen. Oui, parce qu'en fait, il y a les mesures restrictives que l'Europe a envers la Russie depuis 2014. C'était plutôt sur le côté financier. Et il y a effectivement un texte qui dit que s'il y a, on va dire, ingérence de certains pays dans des médias d'information, eh bien, on peut demander à les couper. Alors après, il y a le principe de faire appliquer ces lois d'un point de vue local. Donc ici en France, c'est l'Arcom, par exemple, donc l'ex-CSA, qui va gérer ça. Alors après, d'un point de vue juridique, apparemment, c'est un peu plus compliqué que prévu. C'est pas aussi clair que ça, parce qu'il faudrait qu'il y ait une injonction juridique, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit arrêté. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Alors bien sûr, RT, Sputnik se défendent en disant, bah oui, donc vous coupez la liberté de parole. Donc imaginez demain que ce soit notre média. Donc voilà, on a un jeu à nouveau qui se crée, qui est un peu compliqué, entre jeu de la liberté de la presse, soft power, déformation, réinformation, c'est assez complexe. Il faut aussi savoir en filigrane quand même qu'en France, il y a un contentieux assez fort entre la présidence française de Emmanuel Macron et ces médias-là, puisque lors de la présidentielle 2017, RT et Sputnik avaient fait pas mal de désinformation, ou tout au moins avaient fait des leaks, donc des fuites de documents de la République En Marche sur différents éléments qui ne devaient rien donner de particulier, mais on a soupçonné pendant très longtemps que ce soit eux, tout le monde ça avait été relayé par eux, et pendant longtemps, donc Emmanuel Macron a peu apprécié ça, et a une dent contre ces médias-là. Donc aujourd'hui, voilà, la mesure restrictive tombe d'un seul coup. Alors je me permets de poser cette question et de me faire en quelque sorte l'avocat du diable, mais est-ce que justement dans des États, les États européens, dans un pays, la France, qui brandit justement la liberté d'expression et qui essaie justement de la préserver et de préserver la pluralité, faire fermer des chaînes de télévision, c'est quelque chose qui est entendable. Oui, parce qu'on est dans un contexte si particulier. C'est compliqué parce que c'est un contexte de guerre. Donc, comme on le disait tout à l'heure, pour plein d'exemples, on peut donner aussi l'exemple des plateformes qui sont aussi entre le marteau et l'enclume. Parce qu'elles doivent gérer la désinformation, mais à la fois, elles ne sont pas censées, elles ne sont pas censées, on va dire, orientées. Elles sont censées être une plateforme, donc un lieu où s'échangent des informations contradictoires, si on peut dire. Et à la fois, elles ne doivent pas pousser ou tout au moins essayer de juguler tout ce qui pourrait être de la désinformation, puisqu'on l'a vu lors des différentes présidentielles, même américaines. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui. C'est vrai que symboliquement parlant, l'écran noir est quelque chose qui est très très fort pour une chaîne de télévision. Ça marque les esprits. D'un point de vue politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Marion. Oui, moi je te rejoins. En fait, ce qu'on vit, c'est une situation inédite à tout point de vue. Vous l'avez remarqué, l'Allemagne se met à repartir sur un effort de guerre et faire la guerre. Hein. Elle a pris des décisions totalement inédites. La Suisse aussi. Les sanctions économiques sont inédites. Tout est inédit. Donc c'est vrai que dans ce sujet pour des démocraties européennes, aller couper les chaînes de télévision et les médias de façon unilatérale sur une décision collective et couper finalement ce symbole de la démocratie, de la liberté d'expression, et de toute façon à la fois inédit et assumé, en fait. Assumé parce que, effectivement, hier, on a basculé, en fait, on a changé d'époque. Emmanuel Macron l'a dit hier soir. Je pense qu'on est tous, qu'on soit macroniste ou pas, capables de le constater comme lui. On a changé d'époque parce que toutes les armes juridiques de l'Europe hier, et notamment sur les outils démocratiques et ces pouvoirs démocratiques, sont devenus, dans cette période de guerre, aujourd'hui, des arguments qui ne sont plus seulement juridiques, qui sont on coupe les tuyaux,
on gèle des avoirs, on débloque des budgets à coups de milliards pour livrer des armes. On n'est plus du tout dans l'Europe consensuelle qui va réfléchir, qui va se donner du temps, etc. Maintenant, on prend des décisions fortes. La Russie manipule les opinions publiques depuis des années et on le dit même dans l'hémicycle. L'autre jour, un député, l'ex-patron de Doctissimo, l'a fustigé, a rappelé les faits que tu as dit, c'est-à-dire on sait que la Russie a manipulé ou a tenté de manipuler des groupes et faire pression sur l'élection présidentielle de 2017. Donc la France n'a aucun je dirais, verrou aujourd'hui, ne se laisse plus ce temps de la réflexion, de l'écoute de ces différentes instances pour dire stop, on est en guerre et donc il faut aujourd'hui stopper la désinformation et la manipulation de l'opinion publique. Speaking of which, en matière de désinformation et de lutte surtout contre les infox, il y a fondamentalement la question de l'éducation qui se pose. L'éducation a tout à fait son rôle à jouer en la matière. Il y a 2 études, Damien, sur lesquelles tu voulais attirer notre attention, dont les résultats ont été publiés il y a quelques années, mais qui quand même continuent à être pertinentes puisqu'elles indiquent un niveau d'éducation élevé qui peut diminuer l'adhésion à des théories conspirationnistes ou à de la désinformation. Ce sont des mécanismes évidemment qui sont au cœur aujourd'hui des recherches sur la fabrique d'une part des infox et la façon dont on peut justement réussir à vérifier les informations des infox. Oui, c'est des études notamment qui ont été mises en avant par Frédéric Guillaume Dufour, qui est professeur en sociologie politique à l'Université de Québec à Montréal, qui mettait en avant donc 2 études effectivement sur les questions de théorie complotiste et on va dire les personnes qui seront plus ou moins adeptes de ce type d'information, tout le moins qui sont réceptives à ce type d'informations-là. Alors, oui, c'est compliqué. Quand je dis c'est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire et précise, le chercheur le dit lui-même, mais globalement, on voit des corrélations, on voit des choses qui se dessinent entre un niveau d'éducation, un niveau de vie, niveau d'éducation, et effectivement, le fait de relayer des informations plus ou moins fausses. Donc, alors, lui-même le dit, il n'y a pas véritablement, on ne peut pas arriver à prouver de A égale B, ça c'est compliqué, c'est vraiment tout dans la nuance, mais quand même, il y a des choses qui ressortent et qui prouvent que, globalement, plus on est éduqué, plus en fait on a formé son esprit à la curiosité ou à la confrontation d'autres éléments ou à la recherche d'éléments contradictoires qui permet justement de juguler ou d'éviter cette transmission d'informations que l'on aurait, informations fausses ou tout au moins informations qui ne sont pas, dont on ne cherche pas vraiment la source et où on s'arrête sur un aspect plus émotionnel que véritablement rationnel. Ça fait plusieurs années désormais que la désinformation fait partie malheureusement de notre quotidien en tant que consommateurs et consommatrices justement d'actualité. Marion, l'éducation, c'est, si j'ose dire, le pansement numéro 1, le remède numéro 1 contre l'absorption de ces fausses nouvelles. Ah oui, complètement. C'est comme pour beaucoup de sujets d'ailleurs, on le sait. L'éducation, c'est la première arme en fait. Et tu le disais très justement, il faut développer l'esprit critique encore plus qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à malheureusement à une situation où le vrai se mélange avec le faux avec le vrai. Les nuances sont invisibles. Les fake news sont aujourd'hui extrêmement sophistiquées. Les deepfakes vont le devenir. On va voir très probablement ces procédés de manipulation de vidéos, de voix, on va avoir l'impression d'écouter quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc tout ça va quand même se sophistiquer encore davantage. Et donc c'est vrai que l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que les écoles vont très probablement, et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais plusieurs circulaires circulent, c'est le cas de le dire, dans l'éducation nationale, pour dire aux directeurs d'école et directrices d'école, faites de l'éducation civique sur ces sujets-là. Il faut inscrire au programme des cours sur justement ces vigilances par rapport aux réseaux sociaux. C'est le cas dans les écoles de mes enfants, par exemple. Donc c'est un sujet très sérieux qui est pris au sérieux, très sérieusement, je me répète, mais par l'éducation nationale. Et c'est ce qu'il faut souhaiter. Et puis aussi en tant que parents, il faut être vigilant. Il faut toujours éveiller nos enfants à la multisource. Ça, c'est fondamental. J'ai une information, est-elle aujourd'hui, provient-elle d'une seule source ou de plusieurs sources? Et les médias ont évidemment un rôle énorme à jouer dans les mois et les années qui viennent. Je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est qu'aujourd'hui on confond beaucoup opinion et fait. Et je pense qu'il faut se construire une opinion
sur la base de confrontation de différentes choses, mais avant tout, une opinion n'est pas un fait. Donc il y a des éléments qui existent, qui sont intangibles, qui sont clairs, et il y a des nuances, effectivement, aussi à avoir et à comprendre, et c'est en allant chercher et en confrontant les sources qu'on va se faire sa propre opinion, puis après on choisit un camp, très bien. Aujourd'hui, on voit ce qu'on voit, c'est qu'on voit une radicalisation, finalement, avec du pour, du contre, du blanc, du noir, des méchants et des gentils. Alors des fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre position à un moment, bien entendu, mais il y a cette question-là d'arriver à, avant tout, aller chercher des éléments, et la chance qu'on a, quand même, c'est que on a Internet. Et c'est quand même la plus belle des expériences et inventions qu'on puisse avoir, qui est d'aller creuser de l'information. Et il ne faut surtout pas s'arrêter à la première page de Google. Malheureusement, 99% de gens le font. Alors que justement, quand on creuse et qu'on va chercher, on peut arriver à avoir une richesse extraordinaire pour essayer justement de discerner, de croiser des points de vue et d'essayer de voir un peu quels peuvent être les différents éclairages qui existent. Internet a été créé d'abord sur un Internet de la connaissance. Oui. Et qui a été un peu détourné aujourd'hui. Exactement, mais c'est toujours pareil. Un outil avec un tournevis, on peut monter un meuble comme on peut tuer quelqu'un. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se rappeler surtout qu'on peut faire des recherches extraordinaires. Oui, tu as raison. Et il faut aller chercher là-dedans. Et les réseaux sociaux peuvent aider à ça, justement, aussi. Et je me fierai vous la prochaine fois que je vous vois monter une étagère ou que je vous vois avec un tournevis pour le coup. Mais oui, en effet, un fait est vérifiable. Un fait peut justement se vérifier, notamment par des informations, des sources que l'on peut trouver en ligne. Mais je reviens à ce débat parce que c'est aussi un des constats que fait le sociologue Gérald Bronner, qui vient de remettre un rapport au mois de janvier à Emmanuel Macron. De son propre aveu, il n'y a pas de solution miracle en matière de désinformation, mais il suggère là aussi de renforcer l'éducation aux médias et à l'information auprès du jeune public, justement dans l'éducation nationale, mais pas que, aussi auprès des adultes, et de développer de la recherche sur le sujet, une plus grande transparence vis-à-vis des grandes plateformes. Mais là aussi, il y a une autre arme qui est intéressante et qui va rejoindre justement celle du conflit en Ukraine et de la guerre lancée par la Russie, c'est celle d'assécher l'économie des infox. Parce que oui, ces fausses informations ont une économie à part entière. Elles sont financées justement et elles financent la création de contenu de ce qu'on appelle les fermes à infox, ces endroits dans lesquels on trouve de véritables rédactions qui construisent ces contre-vérités et qui alimentent des sites avec ces fausses informations. Damien, assécher l'économie des infox, ça paraît être une idée miraculeuse, mais c'est si simple que ça. C'est compliqué. D'abord, il y a deux types d'infox. Donc, il y a celle d'un point de vue politique. On en parlait il y a quelques instants, par exemple, avec donc la Russie. Et puis, il y a ceux qui font juste du business pour du business. Aux États-Unis, j'avais vu un reportage une fois de quelqu'un qui fait fortune sur les infox, qui vous dit qu'il n'en a rien à faire de ce qu'il produit. Lui, en fait, le but du jeu, c'est juste de produire de l'information qui va faire réagir d'un point de vue émotionnel. À l'époque, il y avait les journaux, vous savez, News of the World, vous vous rappelez, le magazine, le tabloïd américain qui jouait, et qui était volontairement, on va dire une sorte de Gorafi avant l'heure, mais c'était énorme, on le voyait. Là, aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui font du business, parce que finalement, si vous faites de l'information qui attrape l'attention, qui choque, qui va jouer sur des zones un peu d'ombre, il y a de la publicité qui va à côté, donc logiquement, on génère de l'argent, et ainsi de suite. Donc, pas évident de verrouiller, on va dire, cela. Je pense que le seul moyen, ou un des meilleurs moyens pour essayer d'assécher l'économie de l'infox, c'est effectivement de faire en sorte que les utilisateurs eux-mêmes qui consomment l'infox essayent de moins la consommer, et logiquement ça touchera au cœur ces modèles-là, mais c'est vraiment pas évident aujourd'hui. Ouais. Alors après, il y a aussi d'autres éléments qui sont que on peut aussi se renseigner sur est-ce que c'est un vrai contenu ou pas. Je pense à un exemple très simple, il y a un site internet qui est pareil qui s'appelle Invid, qui permet, quand on met une photo ou une vidéo, de faire du reverse engineering, et de dire en gros si cette photo elle correspond bien à ce qui a été dit, ou cette vidéo si elle a été truquée ou pas. Ça peut être un début de réponse à des choses aujourd'hui qui sont très perfectionnées, comme typiquement ce que tu disais, les deepfakes, par exemple. Ouais. Alors, je réagis rapidement. Oui, alors tu te demandais comment peut-on finalement lutter contre les infox et la désinformation. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les plateformes, elles ont une responsabilité parce que par quel tuyau, par quelle plateforme justement passent ces fausses informations, ces informations détournées qui sont dangereuses parce qu'on sait dans certains cas qu'elle peut renverser comme une opinion publique, influer sur une élection présidentielle. On le voit en Centrafrique. On sait aujourd'hui que la milice russe qui dépend directement du ministère de la Défense, Wagner, aujourd'hui utilise des fermes à infox, utilise des contenus pour aller renverser des présidents. Donc ça va très très loin. La question elle est sur la responsabilité de ceux qui diffusent ces informations. C'est un vieux débat, on en a parlé X fois entre nous. Facebook, TikTok et Instagram, etc. ont une responsabilité de diffuseurs de ces informations. Il serait aussi temps
qu'on puisse remettre sur la table, pourquoi pas de l'ONU, de la responsabilité de ces grands acteurs. Les big tech ont une responsabilité en tant qu'éditeur-diffuseur. Si on avait obligé effectivement Facebook à être directeur de publication avec les responsabilités que ça impose sur ce qu'on connaît de nos lois de la presse, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il faut travailler la responsabilité des plateformes. Oui, absolument. Le grand débat, vieux débat s'il en est, comme l'Internet du statut d'hébergeur des plateformes. On ne va pas pouvoir régler la question aujourd'hui, mais merci en tout cas de l'avoir posé sur ce plateau. Marion, merci à toi pour tous ces inputs. Merci évidemment Damien Douani, comme d'habitude, pour tes tournevis. Non, je rigole. Donc, pour tes compléments d'infos. Et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le plateau de l'École du Futur. Et en attendant, sur les réseaux sociaux, il y en a quand même des biens ici avec le hashtag l'École du Futur, justement, à la fin de vos messages.